Moi, je me définis souvent comme passeur-cueilleur, parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir des activités qui pouvaient être très différentes. J'ai été prof de philo, j'ai été chercheur, j'ai été rédacteur en chef de revue, j'ai été conseiller à la Cour des comptes, donc des activités qui apparemment sont très différentes. Mais le point commun, c'est qu'à chaque fois, je me trouvais à la jonction d'univers qui étaient souvent dans des bulles différentes, et j'essayais de les faire communiquer. Et donc je me suis dit, ben, au fond, mon métier au sens fort, c'est-à-dire le mot métier, ça veut dire ministère mystérieux, c'est la contraction de ministère et de mystère, donc un métier, c'est beaucoup plus qu'un job ou un emploi, ça relève en quelque sorte du projet de vie. Et je me suis dit, ben, au fond, mon métier, c'est ça, c'est d'essayer d'établir des passerelles entre des univers différents ou divergents. Quand je faisais par exemple une mission interministérielle, soit sur l'évaluation des politiques publiques, soit sur une autre approche de la richesse, ben, c'était la connexion entre l'univers institutionnel, l'univers citoyen. Quand j'étais dans une autre approche de la comptabilité ou de la monnaie, c'était entre l'univers entrepreneurial et puis l'univers plus démocratique, etc., etc. Donc souvent, j'aime bien me définir comme passeur-cueilleur, et je préfère de beaucoup ceci au terme de chasseur-cueilleur, qui, lui, ne me convient pas, comme je n'ai rien de favorable en moi à la chasse, quelle que soit la forme de cette chasse. Ben, les richesses réelles, c'est justement ce qui compte. Hein, quand on se dit qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies, donc non seulement ce que l'on a envie de préserver, mais ce qu'on a envie de faire croître, de développer, on est au cœur de ce qui fonde la richesse. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on voit que ça a le même sens que le mot valeur, mais en entendant le mot valeur dans son sens originel. Valor, dans toutes les langues latines, c'est la force de vie. Et on comprend bien que la vie est ce à quoi nous tenons le plus et ce que nous avons envie de vivre pleinement, intensément. Parce qu'une vie qui est une simple survie, ou une vie de grisaille qui est à la surface de nos vies, ne vaut pas véritablement la vie d'être vécue. Et donc à ce moment-là, on comprend bien que richesse et valeur participent de la même approche, mais que tous deux ont ce rapport fondamental à la force de vie, et que quand on transforme la richesse en richesse purement monétaire, et quand on transforme la valeur en value for money, donc là aussi quand on la confond avec l'argent au sens classique du terme, ben, on décolle de la richesse réelle. Et c'est là qu'on rentre dans ce que le philosophe Aristote développait déjà à l'époque grecque, où il disait le danger, c'est ce qu'il appelait la crématistique, c'est-à-dire le moment où on oublie l'oikos nomos, c'est-à-dire la gestion réelle de nos petites maisons, et on peut dire à ce moment-là que l'oikos nomos doit être lui-même intégré dans l'ensemble plus vaste des écosystèmes planétaires, donc il doit être un sous-ensemble de l'écologie, de l'oikos logos, mais Aristote disait, si on décolle du terrain de la richesse réelle, on va vers ce qu'il appelait la crématistique, on confond la richesse avec l'argent, et si on rentre dans cette illusion-là, a fortiori avec l'illusion spéculative, ben, on va vers des désastres dans le lien humain, et évidemment on pourrait ajouter dans le lien au vivant.
D'une certaine façon, les rendez-vous et les défis actuels nous obligent à ce changement de posture qui nous ramène à la question: quelles sont les richesses réelles, quelles sont les valeurs réelles? Quand on découvre avec le dérèglement climatique qu'une partie de l'énergie fossile, qui est monétairement parlant représente plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais quand on allume le warning et qu'on dit attention, ces éléments qui sont classés dans la colonne des bénéfices monétaires devraient être classés dans la colonne des dangers, des activités nocives, si on entend le mot valeur au sens fort de force de vie, évidemment, il y a un changement majeur qui s'opère. Et il s'opère sur le climat, il s'opère sur la biodiversité, mais il s'opère tout autant sur le plan social. Si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, ça devrait être enregistré comme une destruction de valeur. Donc, moi, je plaide beaucoup pour redonner aux mots leur sens premier, que l'économie soit un sous-ensemble de l'écologie, que bénéfice veuille dire activité bénéfique, source de bienfaits, et non pas solde monétaire positif, que valeur veuille dire force de vie, que bénévolable ne veuille pas dire non-rémunération, mais orientation bénéfique de la volonté. Et à partir de cela, on peut construire un tout autre système économique qui repart de ces notions de base, mais en leur donnant leur plein sens, où du même coup les indicateurs de richesse et la comptabilité viennent enregistrer ce qui est bénéfique d'une part, ce qui est nuisible d'autre part, où du même coup ça donne à l'activité démocratique son plein sens, parce que seuls des pouvoirs publics de nature démocratique ont la légitimité pour délibérer sur ce qui fait richesse, sur ce qui est bénéfique, sur ce qui est nuisible, où du même coup la notion de crédit, qui est aujourd'hui complètement renfermée sur un plan strictement monétaire, redonne son plein sens, qui est le crédit, c'est la confiance en la vie future, la foi en la vie future. Et on comprend bien que si une activité bénéfique qui va créer de la valeur comme force de vie, il est tout à fait légitime de créer des moyens pour l'avenir, de telle façon à ce que cette activité soit développée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai proposé à Nicolas Hulot et à Laurent Berger, dans le cadre du pacte pouvoir de vivre, toute une approche qui part justement de la notion de point de vie, qui est à ce moment-là très différente de point monétaire et de pouvoir d'achat. C'est vraiment le pouvoir de vie, et qui fait qu'il est possible de développer une approche systémique qui change les indicateurs de richesse, qui change le rapport à l'échange et à la monnaie, qui redonne aussi à la fiscalité son plein sens, parce qu'à ce moment-là, par exemple, une fiscalité bonus-malus, elle peut être généralisée en disant, oui, quand on est en présence d'activités bénéfiques, sources de bienfaits pour les humains ou pour leurs écosystèmes naturels, il est légitime de les inciter à aller dans cette direction. Alors, quand on est en présence d'activités nocives, il est légitime de les désinciter par la fiscalité malus, et même dans les cas les plus graves, à leur interdire par la loi si ces activités sont trop dangereuses. Donc là, il y a tout un ensemble qui commence en fait déjà à être présent empiriquement. Parce que quand on se met à dire, à propos du débat sur la dette, par exemple, oui, mais il y a une mauvaise et une bonne dette, ça veut dire qu'on introduit un critère de discernement sur la nature de la dette. Quand on dit l'argent créé aussi bien par la Banque Centrale Européenne que garanti par les pouvoirs publics, il ne faut pas le dépenser n'importe comment, ça veut dire qu'on introduit d'autres critères que le critère strictement monétaire. Simplement, ce qui se passe, c'est que on le fait à minima, on le fait souvent de façon conjoncturelle, en se disant dès que les choses iront mieux, on reprendra le cours antérieur, alors qu'il faut le faire de façon systématique et non pas marginale, et de façon réellement durable. Donc il faut s'appuyer en quelque sorte sur les défis actuels,
que ce soit les défis sanitaires du côté de la pandémie ou les défis écologiques, pour développer, au contraire, cette nouvelle approche, qui est non seulement une nouvelle approche, évidemment, d'une économie intégrée dans l'écologie, mais aussi du politique, puisque à ce moment-là, le politique qui va opérer ce discernement et qui va créer l'équivalent des moyens monétaires, ben évidemment, c'est un politique qui a besoin d'une haute qualité démocratique. C'est pas le politique restreint à la question qui est-ce qui est en train de gagner ou qui est-ce qui est en train de perdre, parce que ça aussi, c'est un politique très pauvre, et nous avons besoin, au contraire, d'une intelligence démocratique qui soit à la hauteur des défis de la période. Ben, j'ai eu la chance de connaître Ivan Illich. Ce que j'avais fait à l'époque, c'était dans la revue de la CFDT aujourd'hui, un article sur lui, à l'époque où il était encore très, très peu connu. Et le tout premier petit livre que j'ai fait était sur lui, précisément. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. En plus, c'était vraiment une personnalité délicieuse, étonnante à bien des égards. Et je trouve vraiment que son approche, elle est extrêmement actuelle et mériterait d'être revisitée. Alors, on en voit d'ailleurs des démonstrations permanentes. Aujourd'hui, on parle de maladies nosocomiales, hein, à propos de tous les effets indésirables de maladies qui peuvent se produire, par exemple, à l'hôpital. Lui, il avait un autre mot qui était ce qu'il appelait les effets iatrogénétiques, mais ça veut dire fondamentalement la même chose, c'est-à-dire la notion de seuil de contre-productivité qu'il avait mis en évidence et qui font qu'un certain nombre de techniques, passées un certain seuil, peuvent produire plus de dégâts que de progrès. Ben, nous le voyons vérifier aussi bien dans le domaine sanitaire que dans le domaine des transports, que dans quantité d'autres domaines, etc. Et la notion de convivialité, elle est aussi évidemment très importante au sens de la capacité de l'humanité à cultiver sa qualité relationnelle, que ce soit entre êtres humains ou que ce soit dans les rapports avec le vivant, avec la nature plus largement. Et je pense, oui, que nous aurions vraiment tout intérêt à revisiter davantage la pensée d'Ivan Illich. Alors, d'ailleurs, c'est à la suite d'un colloque au Japon sur l'actualité d'Ivan Illich qu'avec Alain Caillé et Marc Imbert, on a initié le réseau du convivialisme, qui est maintenant un réseau international, lors d'ailleurs du dernier forum social mondial qui vient de se tenir. Il y avait un débat organisé par le réseau convivialiste international sur la question d'un projet de parlement citoyen planétaire. Et donc c'est aussi une des actualités de la convivialité qui est en train de s'exprimer là. Alors, c'est intéressant de se poser la question de la modernité, justement parce que une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est que le mouvement de la modernité, qui est un mouvement extrêmement positif à bien des égards, puisque c'est lui qui porte les logiques de liberté et d'émancipation par rapport à ce qu'a été pendant des siècles et même des millénaires la situation des sociétés d'ordre, et de sociétés d'ordre qui étaient tenues par un religieux dont on voit encore les effets, puisqu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont organisées autour de formes théocratiques, et on voit bien à quel point ce peuvent être des sociétés enfermantes, étouffantes, répressives à bien des égards. Et donc la modernité, elle s'est libérée de ces sociétés d'ordre. Simplement, le prix à payer pour cette émancipation se révèle être très lourd, puisque on peut dire en quelque sorte que dans l'eau sale
du bain des sociétés d'ordre qui a été jeté par la modernité, il y a deux gros bébés qui sont d'une part le bébé écologique et d'autre part le bébé éthique. Pourquoi le bébé écologique? Parce qu'évidemment, le religieux, il tenait tout, et donc il tenait notamment le rapport à la nature. Donc la nature était considérée comme sacrée, mais en tant que le clergé de telle ou telle église décrétait ce qui était sacré dans la nature. Comme ça, par exemple, que l'Église catholique en est venue à décréter, au nom de lois prétendument naturelles, des interdits absurdes dans le domaine de la sexualité. Et on retrouve ça un petit peu partout, etc. Donc, premier élément, pour se libérer de la confiscation de la nature par le religieux, la modernité a décrété que la nature était une pure ressource à dominer. C'est la fameuse phrase de Descartes sur la question. Mais à ce moment-là, on a commencé à larguer ce qu'on peut appeler le bébé écologique. Et le second bébé, c'est le bébé éthique. Parce que justement, des mots par exemple tels que bénéfice, perte, valeur, etc., qui sont des mots qui nous viennent des langues longues, du latin, du grec, donc qui portent plusieurs siècles et même plusieurs millénaires en elles, conduisaient par exemple à considérer que dans ce qu'on appelait l'économie du salut, il y avait une comptabilité du salut et que dans cette comptabilité du salut, il fallait que les bienfaits soient supérieurs aux méfaits. Donc ça, c'était un exercice éthique de discernement. Seulement, comme le religieux, évidemment, il tenait l'éthique, il tenait aussi le politique, eh bien, pour se libérer de l'emprise du religieux, la modernité, elle est passée par une double autonomisation, l'autonomisation du politique, ça commence avec Machiavel et avec le prince de Machiavel, donc au tout début du XVIe siècle. Seulement, le prix à payer, c'est un politique qui s'autonomise de la question du sens et de la question de l'éthique, est un politique qui n'a comme seul critère que la seule question des rapports de force, du pouvoir comme conquête et comme conservation. Et puis l'économie qui, elle, va se développer plus particulièrement, l'économie moderne, à partir de la fin du XVIIe et du XVIIIe, on a ce même renversement. Par exemple, le texte clé, c'est la fable des abeilles de Bertrand de Mandeville, qui non seulement rompt le lien entre économie et éthique, mais qui va jusqu'à dire, pour reprendre son expression célèbre, que ce sont les vices privés qui forment les vertus publiques. Donc une économie qui rompt complètement avec l'éthique et qui du même coup va remplacer la notion de bienfait et de méfait par la notion de bénéfice au sens de solde monétaire et de perte au sens de solde monétaire négatif, indépendamment de toute délibération sur la nature même bénéfique ou nuisible de cette activité. Or, ce que nous voyons depuis maintenant une trentaine d'années, même on peut le dire quelques dizaines d'années auparavant, c'est qu'on ne peut plus continuer comme cela. Que le discernement sur la nature bénéfique ou nuisible de nos activités, qui suppose du même coup à la fois l'approche écologique et l'approche éthique, donc l'approche politique et démocratique, est absolument essentiel pour éviter justement que l'humanité en vienne, par exemple, à détruire ses écosystèmes vitaux, ou à travers, par exemple, un risque considérable tel que le risque d'hiver nucléaire accidentel, même pas volontaire, parce que les effets de l'automatisation, de la miniaturisation fait qu'on peut avoir tout à fait ce risque. Ben, si on n'a pas ce débat qui redonne une qualité de conscience, de discernement et de décision à l'humanité, à ce moment-là, effectivement, le risque de la destruction même de la vie et de l'humanité est possible. C'est pour ça que je crois vraiment que les défis actuels sont aussi des opportunités pour élever notre niveau de conscience et à ce moment-là réintroduire un lien entre ce qu'est le meilleur de la modernité,
l'émancipation, la liberté de conscience, les droits humains, etc. Et dans ces droits humains, le droit des femmes est une composante absolument essentielle. Et ce meilleur de la modernité, il faut évidemment le garder, mais il faut faire un tri sélectif par rapport au pire de la modernité, qui est justement la chosification, la marchandisation intégrale. Et il faut faire cette même opération de tri sélectif par rapport aux cultures et aux sociétés de tradition. Parce que là aussi, il y a un meilleur. Le meilleur, il est du côté de la reliance aux questions du sens, la reliance évidemment à la question de la nature, de la vie, etc. La reliance au sens de lien social. Et donc ça, c'est très important de le redécouvrir. Mais il y a une part d'ombre dans les cultures et les sociétés de tradition, c'est que cette reliance, elle prend souvent la forme de la dépendance. Le lien social, oui, mais le lien social identitaire. Le lien de sens, oui, mais au sens qui peut être restreint et qui peut y compris générer de la guerre du sens avec autrui, etc. etc. Et donc cet enjeu, à mon avis, de réussir l'alliance du meilleur de la modernité et le meilleur de la reliance du côté de la tradition, c'est, je pense, un des grands enjeux des décennies à venir pour l'humanité. J'aurais tendance à dire que ce monde, que je préfère appeler de souhaitable plutôt qu'idéal, si nous savons regarder, il est déjà présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une humanité qui est davantage en qualité de conscience, davantage en qualité de relation, que ce soit de relations interhumaines ou de relations dans les rapports au vivant, à l'univers, à la nature, à chaque fois que nous avons des collectifs humains, ça peut être des collectifs humains microscopiques, mais ça peut être aussi des collectifs humains à l'échelle planétaire par l'élévation d'un niveau de conscience, et puis tous les niveaux intermédiaires entre le local et le planétaire. À chaque fois que nous avons cela, nous voyons bien que le curseur se déplace dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du plus d'humanité. Aller non pas vers le transhumain et la post-humanité, mais vers le très humain, comme nous disons à l'Institut des futurs souhaitables. Inversement, à chaque fois que les collectifs humains dérapent vers le moins d'humanité, on est parti du côté de la barbarie. Et la barbarie, il n'y a pas des barbares et des civilisés. Toute culture, toute nation, tout groupe humain a en lui-même la possibilité de régresser vers cette barbarie. Et de la même façon qu'on dit à juste titre sur un problème tel que le dérèglement climatique que chaque degré compte et que par conséquent il faut d'autant moins baisser les bras que le moindre degré gagné est essentiel, c'est la même chose sur le plus ou le moins d'humanité. Et donc ça nous permet aussi d'arrêter de voir les choses complètement en noir et blanc, que ce soit en blanc du côté d'une espèce de grand soir idyllique, ou que ce soit le noir du côté d'une vision effondriste et totalement catastrophique. L'humanité est par excellence une espèce hybride qui a cette tâche incroyable en transformant l'énergie qui est en elle, qui est une énergie d'aimantation. Elle a cette capacité incroyable de pouvoir transformer de l'aimantation en amour. Elle a cette capacité incroyable, aussi lilliputienne soit-elle, de pouvoir transformer de l'information en conscience. Et donc, aussi lilliputienne que soit cette espèce, ou que soit toute espèce vivante dans l'univers, parce qu'il y en a probablement d'autres, elle a cette mission, elle a ce ministère d'ensemencer l'univers de conscience et d'amour. Moi, je trouve que ça mérite le déplacement.
que le moins d'excès dans l'ordre matériel, l'alternative à l'ébriété, parce qu'il faut toujours rappeler que la sobriété n'est qu'une alternative à l'ébriété, donc à l'excès, à la démesure, etc. C'est pas l'austérité, la sobriété, mais que ce moins d'excès dans l'ordre, disons, matériel, doit se traduire inversement par un plus de densité dans l'ordre spirituel. J'entends le mot spirituel au sens complètement laïque du terme, c'est-à-dire la capacité d'intensité des êtres humains à vivre davantage en pleine conscience leur vie. Et à ce moment-là, la sobriété n'est pas une espèce de renoncement sacrificiel. C'est au contraire un chemin vers une joie de vivre supérieure. Et c'est vrai aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies collectives. Il faut bien voir par exemple que quand on regarde les chiffres des Nations Unies, il y a un des rapports du programme des Nations Unies pour le développement qui est très éclairant puisqu'il met en évidence que les dépenses mondiales de drogue et de toxicomanie, par exemple, représentent plusieurs fois les sommes qui permettraient d'éradiquer la faim, permettre l'accès à l'eau potable pour tous les êtres humains et satisfaire les soins de base. Rien que les dépenses mondiales de drogue et de toxicomanie. Donc là, on est bien en présence de ce qu'on peut appeler les coûts d'une économie, du mal-être et du mal de vivre. Parce que quand on se drogue durablement avec des drogues dures, c'est pas comme se prendre un joint de temps en temps avec des amis. Là, on est vraiment dans les conséquences d'un mal-être. Et le même rapport du programme des Nations Unies pour le développement, il dit mais ce qui est vrai sur les dépenses de drogue et de toxicomanie l'est vrai aussi à propos des dépenses d'armement. Et même là, c'est 2 fois pire. Or là, on est complètement en présence de coûts de maltraitance. Et là, le mot coût, il s'écrit tout autant COUPS que COUTS. Et ce même rapport nous dit, mais c'est vrai aussi d'un troisième poste, qui sont les dépenses de publicité. Or, qu'est-ce que fait la publicité pour l'essentiel ? Elle vient prendre des désirs dans l'ordre de l'être. Par exemple, elle nous parle du rapport à l'amour, du rapport au bonheur, du rapport à la beauté, mais elle instrumente ce désir dans l'ordre de l'être pour nous faire consommer dans l'ordre de l'avoir. Et donc là aussi, c'est dépenses considérables, puisque si je rassemble dépenses d'armement, dépenses de drogue, dépenses de publicité, j'ai plus de, au moins 10 fois, si ce n'est davantage, ce qui me permettrait de répondre par ailleurs aux besoins vitaux de l'économie. Donc ça veut dire une chose essentielle, c'est que ce que nous payons actuellement, ce sont les coûts et les coûts COUTS et COUPS, du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. Et qu'il s'agit par conséquent d'aller vers des sociétés du bien-vivre. C'est pour ça que la sobriété, elle n'a de sens qu'en tant que sobriété heureuse. Si elle doit être simplement un pur renoncement, c'est comme de proposer à une personne toxicomane une cure de sevrage. Si elle n'a pas l'espérance d'une vie positive plus heureuse, elle préférera encore rester avec son addiction. Et donc moi j'insiste autant sur le second terme de sobriété heureuse, mais entendu au sens du bien vivre, au sens de vivre à la bonne heure, pour bien faire comprendre que la notion de renoncement à l'excès de l'ébriété n'est pas un renoncement d'ordre sacrificiel ou même d'ordre austéritaire, mais une démarche qui va au contraire vers un supplément d'humanité et de joie de vivre. On le voit bien sûr dans l'ordre des transformations personnelles. On le voit aussi sur les enjeux planétaires. Le dernier forum social mondial, il a
parler complètement aussi de ces questions-là, des questions telles que le climat, telles que la biodiversité ou que le risque nucléaire accidentel que j'évoquais sont d'ordre planétaire, mais c'est vrai aussi à tous les autres niveaux. Et par exemple, c'est vrai au niveau de nos propres territoires. Moi, je participe à ce qui s'appelle le Labo de l'économie sociale et solidaire, qui a lancé toute une initiative autour des territoires pionniers de l'économie sociale et solidaire. On a tout le mouvement des entrepreneurs sociaux, on a tout le mouvement des monnaies citoyennes, dans lequel on retrouve aussi bien des monnaies locales complémentaires que des initiatives telles que la Noisette, que des initiatives telles que les accorderies autour de l'échange de temps. On a tout ce travail autour des nouveaux indicateurs de richesse, ce qu'on appelle par exemple la comptabilité CARE en triple capital, pour prendre en compte pleinement le rapport à la nature et le rapport au lien social. Donc oui, effectivement, il y a quantité d'initiatives actuelles qui vont dans ce sens de ce que j'appelle une métamorphose qui va au-delà de la notion de transition et de mutation, parce qu'elle intègre le fait qu'il y a des bouleversements majeurs qu'il faut accepter d'intégrer. Et l'image de la métamorphose, elle est très forte, parce qu'elle permet aussi d'insister sur la partie du désir et de l'imaginaire. Pour qu'une métamorphose soit réussie, nous disent les biologistes, il faut qu'à un moment donné, ce qu'on appelle les cellules imaginales, qui portent le désir de papillon, soient supérieures à la peur de la chenille et à ses anticorps, parce que, évidemment, du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin de son monde. Toute chose égale par ailleurs, c'est ce qui se joue pour toutes les entreprises des collectifs humains, c'est d'accepter à ce que ce désir-là, d'un plus d'humanité, d'un plus de lien social, d'un plus de rapport au vivant, etc., soit supérieur à la peur de transformation. Mais ça, c'est une aventure passionnante et qui se joue dès aujourd'hui. Donc si je reprends cette approche d'une vision en archipel, mais au sens du poète antillais Édouard Glissant, parce qu'en France, il faut bien préciser que c'est pas la notion développée par Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel français, où là, Jérôme Fourquet ne conçoit un archipel qu'au sens de la fragmentation. Mais il ne voit pas du tout ce qui, dans la pensée d'Édouard Glissant, est essentiel, c'est-à-dire que il y a les îles et la reconnaissance des îles, ça c'est ce qu'il appelle les identités racines et leur respect, mais il y a aussi un commun à co-construire, et pour que ce commun fonctionne, il faut qu'il ne soit la propriété de personne. Et il y a un troisième élément qu'évoque Édouard Glissant, qui est ce qu'il appelle les identités-relations, parce qu'au fur et à mesure que l'on va s'écouter, se comprendre, l'histoire des identités racines des uns et des autres, et puis ce mouvement de co-construction d'un commun qui n'appartient à personne, on va avoir aussi des relations nouvelles qui vont se nouer. Alors on voit bien que cette approche, elle est très féconde dans le domaine d'une nouvelle approche de l'économie, on en parlait avec Isabelle Delannoy sur le plan de l'économie symbiotique, d'un renouvellement profond des formes d'organisation politique par rapport à formes classiques, par exemple, de la démocratie de compétition, de rivalité, dans le domaine spirituel, parce qu'il est essentiel, par exemple, que des grandes traditions telles que les religions basculent plutôt dans cette vision-là que de la vision identitaire et qui peut conduire au contraire aux nouvelles guerres de religion. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant d'appliquer cette perspective aux rapports amoureux, aux rapports généraux d'ailleurs entre parents, enfants, hommes, femmes, etc., mais y compris aux rapports amoureux, parce qu'on voit bien
y compris dans la situation actuelle, avec cette volonté essentielle et légitime, par exemple du mouvement des femmes, de lutter contre les violences sexuelles, de sortir du patriarcat, de sortir des comportements machistes, etc. Derrière ces éléments-là, et si on ne veut pas retomber inversement dans une espèce de néo-puritanisme où, au sens propre comme au sens figuré du terme, à la limite, on n'aurait plus le droit de se toucher, alors ça serait une suite dramatique de la pandémie actuelle, il nous faut au contraire inventer un nouvel art d'aimer qui a justement ces mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, première caractéristique, c'est la caractéristique du respect. Chaque être humain a son identité, racine à respecter. Donc évidemment, un acte pédophile, un acte de violence sexuelle, etc., est une atteinte à l'intégralité d'un être humain, non seulement dans sa sexualité, mais aussi dans son aspiration à vivre un rapport à l'autre qui soit source d'amour, de fécondité, etc. Donc ça, c'est la question des identités racines. Deuxièmement, on comprend bien que le commun à construire, par exemple dans un rapport amoureux, ne peut fonctionner que s'il n'est pas sous la domination de l'un des deux. S'il est sous la domination de l'un des deux, l'autre est renvoyé à une posture de dominer, voire d'exploiter. Et pendant très longtemps, par exemple, on sait bien que les femmes ont été de fait dans un rapport d'exploitation, y compris économique, par rapport aux hommes. Et donc, la co-construction de ce commun, elle passe par une capacité de sortir de la logique de propriété. L'autre est autre. L'autre ne m'appartient pas plus sentimentalement que amoureusement, que sexuellement, etc. Donc ça, c'est la question du commun qui n'appartient à personne. Deuxième élément clé d'Édouard Glissant. Et le troisième élément clé, c'est que quand on est dans ce mouvement-là, l'altérité devient une chance. Le fait que l'autre soit autre, justement, qui ne soit pas de l'ordre de la propriété, de l'ordre de la possession, fait que le formidable voyage vers le mystère d'autrui devient un voyage passionnant. Alors que sinon, il devient très vite, une fois l'excitation de la rencontre passée, c'est les fameuses histoires, l'amour ne dure que 2 ou 3 ans, etc. Parce que, évidemment, l'autre, une fois possédé, n'a plus de magie, n'a plus de mystère. Alors qu'à partir du moment où il y a cette pleine reconnaissance du fait que l'autre est radicalement autre, je vais pouvoir construire avec lui une relation qui est une relation vivifiante, une relation renouvelée en permanence. Et donc c'est la question des identités-relations. Et à ce moment-là, du même coup, je peux réintégrer 3 énergies fondamentale, qui est à la fois l'énergie érotique, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir un désir vers l'autre, y compris un désir du point de vue de l'attraction, du point de vue de la sexualité, mais aussi un élan amoureux et un élan spirituel, puisque dans les 3 cas, j'ai cette espèce de voyage vers le mystère de l'autre. Alors que si inversement, je découpe, voire je crée une contradiction entre ces 3 sources d'énergie, si par exemple, au nom de l'élan spirituel, je considère que l'élan érotique doit être combattu, je rentre dans un rapport sacrificiel qui va se payer très cher. C'est comme ça que très souvent, dans les religions qui se méfient de la sexualité, elles finissent par être dans des formes de misère sexuelle absolument dramatique. Si je me coupe de la spiritualité, je vais avoir tendance à oublier que l'une des facettes magiques du rapport amoureux, c'est le rapport cosmique que ça introduit. Et les amants savent bien, par exemple, que au moment même, ce qui est
au-delà de l'orgasme, comme on le dit dans les états mystiques, c'est l'état d'extase, c'est-à-dire ce sentiment d'être profondément dans une espèce de danse cosmique. Et ça, on ne peut s'y ouvrir que si on intègre l'élan spirituel. Et puis, évidemment, l'élan amoureux, je viens de le dire, il part du fait que l'autre est un voyage vers le mystère. Et à ce moment-là, on comprend bien que l'on peut à la fois légitimement lutter contre toutes les formes de violence, de possession, etc., qui est le combat actuel qui est absolument déterminant, mais sans pour autant basculer dans une forme de régression spirituelle, non pas spirituelle, mais puritaine, justement, dans lequel l'idée même de désir, l'idée même de séduction, l'idée même d'avoir envie d'être touché et de toucher l'autre, finirait par devenir de l'ordre de l'interdit. Là aussi, il y a un art d'aimer, à mon avis, qui doit être capable de combiner ces trois élans et qui, je trouve, en cohérence avec cette approche archipélique que nous propose Édouard Glissant.